Bonjour, mon nom est Benoît Groux, je suis trésorier à la ville de Mont-Tremblant et je vais vous présenter le programme triennal d'immobilisation 2022-2024. Le programme triennal d'immobilisation, c'est les projets ou les immobilisations qui sont capitalisables et qui peuvent être et qui sont amortis dans le temps. D'autres projets non capitalisables seront adoptés lors de l'adoption du budget d'opération en janvier 2021. Le programme triennal d'immobilisation 2022-2024 totalise 57 364 300 $. Pour l'année 2022, on parle de 17 902 800 $. 2023, 18 371 500 $. Et pour l'année 2004, 21 90 000 $. Les grandes dépenses pour 2022, l'administration générale, on parle de 379 300 $. La sécurité publique, 1 015 000 $. Le transport, 11 271 000 $. L'hygiène du milieu, 2 890 $. Aménagement, urbanisme et développement, 20 000 $. Loisirs, culture et parcs, 2 327 500 $. Je vais maintenant laisser la parole à Robert Davis, qui est directeur général adjoint et directeur des travaux publics. Je lui laisse le soin de vous présenter les principales dépenses en immobilisation par secteur d'activité pour l'année 2022. Oui, bonjour tout le monde. Comme l'a mentionné Benoît, on ne vous présentera pas l'ensemble des projets qui sont retenus pour l'année en cours, c'est-à-dire l'année 2022, mais les principales dépenses. Donc, on commence avec l'administration générale. Dans un premier temps, on parle d'une enveloppe de 136 300 $ qui est prévue pour le renouvellement du parc informatique, aussi pour améliorer le Wi-Fi qui est présent dans certains lieux publics. Donc, le signal sera meilleur et sera ajouté à certains endroits. Il est demandé depuis un certain temps de la possibilité que les séances du conseil soient diffusées en direct. On a prévu une enveloppe de 55 000 $ pour pouvoir permettre la diffusion directe des assemblées du conseil, ce qui implique l'achat de certains équipements et aussi l'amélioration des micros de la salle du conseil pour avoir un bon système audio. Un peu partout sur notre territoire, dans différentes infrastructures, on va ajouter des caméras de surveillance. On parle essentiellement de la plage au lac Mercier, des quais au lac Tremblay, des quais municipaux au lac Tremblay, le parc d'Allée-Lauzon, le nouveau centre sportif qui est en construction, et puis à l'îlot sportif Éric-Gay pour assurer une meilleure surveillance des activités qui se passent et des équipements qui y sont présents. Donc, on parle d'une enveloppe de 47 000 $ dans ce cas-là. Pour ce qui est du transport en commun, presque à chaque année, on prévoit une enveloppe pour l'ajout d'abribus. En 2022, on parle de 4 nouveaux abribus, donc on passerait de 18 à 22 abribus sur notre territoire. Ce qu'il faut savoir dans le cas des abribus, c'est qu'il existe un programme d'aide financière du ministère des Transports du Québec qui permet de couvrir entre 85 et 90 % de la dépense au niveau d'une aide financière. Donc, les coûts réels pour la ville sont plutôt de l'ordre de 10 à 15 % de l'enveloppe requise de 60 000 $. Il y a certains emplacements qui ont été arrêtés alors que les autres seront déterminés en début d'année 2022. Toujours dans le transport en commun, depuis un certain temps, on étudie la possibilité d'implanter un stationnement incitatif sur notre territoire. C'est un projet qui se fait en collaboration avec la MRC des Laurentides parce que les deux entités offrent un service de transport des personnes. Dans le cas de la ville de Mont-Tremblant, on parle évidemment du transport en commun municipal, alors que pour la MRC, c'est l'intermunicipal. L'avantage aussi d'implanter un stationnement incitatif, dans notre cas, on parle de possiblement 60 à 70 cas de stationnement, c'est que ça favorise aussi le covoiturage. Et puis, on pourrait même ajouter le taxibus que l'ensemble des usagers pourraient utiliser comme point de chute là, pour utiliser un ou l'autre des services de transport en commun qui sont offerts sur notre territoire. Fait que dans ce cas-ci, on parle d'une enveloppe, dans un premier temps, de 50 000 $
pour la préparation d'une étude et ensuite la confection des plans de devis, alors que les travaux comme tels d'aménagement du stationnement seraient plutôt réalisés en 2023. Côté sécurité publique, on a un camion autopompe qui, lors de la dernière inspection, c'est une inspection qui est imposée par la SAC, là, où on s'est fait dire que ce serait cette dernière année où il y aurait une certification en effet qui peut continuer d'opérer. Fait que nécessairement, ça implique qu'il doit être remplacé. On parle d'un coût d'achat pour un nouveau camion autopompe de l'ordre de 850 000 $. Il faut savoir que c'est dans le cas des véhicules, que ce soit au service de protection incendie ou aux travaux publics ou pour d'autres départements de la ville, c'est toujours payé par ce qu'on appelle le fonds de roulement. Donc, c'est la ville qui s'emprunte elle-même de l'argent et qui se rembourse sur une période de l'ordre de 3 à 5 ans. Pour ce qui est de la caserne 52, dans le plan directeur en environnement, il était recommandé de bannir, en fait, ou de remplacer tous les systèmes de chauffage au mazout qu'on peut avoir sur notre territoire dans des bâtiments municipaux. On n'en a presque plus. En fait, il en reste un qui est à la caserne 52, qui est la caserne du secteur du village. Donc, là, le conseil accorderait un enveloppe de 85 000 $ pour retirer le système de chauffage existant au mazout et puis le remplacer par un système de chauffage électrique. Donc, ce qui aide à réduire l'émission des gaz à effet de serre. Finalement, à la caserne 51, avec l'implantation d'une garde interne, c'est-à-dire qu'il y a des pompiers qui vont être sur place 7 jours sur 7, 2 jours, de 7 heures le matin à 7 heures le soir, et qui vont requérir des modifications aux installations de la caserne du secteur centre-ville, bien, il devient important d'ajouter un système d'évacuation de CO2. Fait que, il n'y en a pas actuellement, mais avec la présence à temps plein ou presque des pompiers, c'est nécessaire de l'ajouter pour assurer leur sécurité. On parle d'un investissement de 60 000 $ dans ce cas-là. Côté transport, le plus gros projet, c'est le projet de prolongement du réseau routier, c'est-à-dire du chemin Albatros, avec des infrastructures d'aqueduc et d'égouts pour la desserte des 2 futurs collèges qui est projeté s'installer au bout de ce futur chemin-là. On parle du collège Laurentien qui serait relocalisé à partir de Valmorin, qui serait dorénavant, dans les prochaines années, implanté à Mont-Tremblant, et le collège Latente, qui est un peu le promoteur du projet, veut aussi implanter un collège international. Donc, il y aurait 2 collèges implantés au bout du chemin Albatros. Ce que la Ville a accepté de faire, c'est de les supporter financièrement dans le sens où c'est la Ville qui va emprunter le 5 millions de $ requis pour permettre le prolongement du chemin de l'aqueduc et de l'égout. Par contre, 100% de la dépense, donc 5 millions de $, sera remboursé par le collège en tant que tel. On sert plus de mode de financement, mais la charge financière est assumée à 100% encore une fois par le collège de Tarbes via le collège Laurentien et puis le collège international. Ce qui est projeté, c'est un début de travaux de prolongement des réseaux à la fin de l'été 2022, donc au début de l'automne. Puis, pour livrer comme tel les infrastructures vers le début de l'été 2023. Et à ce moment-là, il y aurait le début des travaux de construction du premier collège, qui serait le collège Laurentien. Un autre projet de prolongement de chemin avec des infrastructures, c'est le prolongement du boulevard Dr Gervais. La Ville est propriétaire des emprises requises pour pouvoir prolonger le boulevard Dr Gervais entre la rue Desjardins et la montée Cabana. Et puis, dans ce tronçon-là, il y a 2 projets de développement qui sont actuellement à l'étude. Un premier qui est un promoteur qui s'appelle Via Terra, entre Desjardins et Du-Ruisseau. Et ensuite, entre Du-Ruisseau et Légaré, il y a un autre promoteur qui est Armco, où il y a un potentiel de 350 unités de logement qui sera peut-être entamé en 2022. Si jamais ça devait être le cas, la Ville va profiter de l'occasion pour prolonger le boulevard Dr Gervais, aller le boucler sur la montée Cabana, qui va faire en sorte qu'il y aura une autre collectrice parallèle à la rue de Saint-Jovite pour un peu alléger la circulation sur la rue de Saint-Jovite, puis mieux partager, puis assurer un meilleur accès dans le secteur de l'îlot institutionnel, puis de ce secteur résidentiel-là. Dans les ententes qui ont été conclues avec les 2 promoteurs, il est prévu qu'il y aura un partage des coûts pour le tronçon situé devant leur
projet de développement, alors que pour le tronçon situé entre la rue Légaré et Dr. et Cabana, pardon, ce serait assumé par la Ville de Mont-Tremblant. On parle d'un investissement de l'ordre de 2,6 millions de dollars. Depuis plusieurs années, vous le savez, on a toujours des besoins en renouvellement et réfection du réseau routier. Depuis au moins 4-5 ans, là, annuellement, on injecte 2 millions de dollars pour pouvoir réaliser la réfection de chemin. Avec un 2 millions, on peut faire entre 6 et 7 km en moyenne, là. Fait encore une fois, en 2022, il y a un 2 millions de dollars qui sera accordé pour des projets de réfection de rues. Les choix des rues qui vont bénéficier d'une réfection vont se faire en début d'année 2022. Normalement, la façon dont on fonctionne, c'est que le comité travaux publics fait ses recommandations au conseil municipal et c'est à partir de là qu'on arrête nos choix. Un autre projet qui était recommandé à l'intérieur du plan directeur en environnement, c'est de commencer le processus de conversion de notre réseau d'éclairage qui actuellement est au sodium. C'est du haute HPS, qu'on appelle le haute pression sodium, qui est quand même assez énergivore puis moins éco-énergétique, je dirais. Donc, il y a quand même plusieurs villes qui ont commencé à adhérer puis à convertir le réseau d'éclairage. On commencerait par une première phase en 2022 qui consisterait à convertir l'ensemble des luminaires conventionnels, donc sur poteaux de bois, là, qui sont dans un pack Bell dans notre cas, avec le retrait des têtes là, au sodium, avec des nouvelles têtes qui seraient dorénavant au DEL. Fait que ça implique qu'il y a une économie quand même assez importante au niveau des coûts énergétiques. Je pourrais dire que ça se rentabilise là, avec les économies qu'on fait sur une période de 6 à 7 ans, le 400 quelques mille dollars que ça implique. Puis, on appliquerait le même principe pour l'éclairage de l'aréna qui date quand même, il y a quand même plusieurs années. On le convertirait au DEL lui aussi. Fait qu'en tout et partout, là, on parle d'un investissement de l'ordre de 465 000 dollars. Au service des travaux publics, ils doivent procéder au remplacement d'une rétrocaveuse. Par contre, là, pour un investissement un peu plus important, on peut acheter une pelle sur roue, puis la productivité d'une pelle est beaucoup plus intéressante que celle d'une rétrocaveuse. C'est pour ça qu'on préconise d'acheter une deuxième pelle sur roue pour le service des travaux publics. De plus, à l'intérieur du plan directeur en environnement, il était recommandé qu'on tende à aller vers l'achat de véhicules, soit hybrides rechargeables ou électriques. Donc, tous les petits véhicules, la technologie s'en vient de plus en plus à point à ce niveau-là. Peut-être pas pour les poids lourds, mais au moins pour les plus petits véhicules. Dorénavant, la position de la ville, c'est qu'on va acquérir des véhicules soit hybrides ou électriques. Il y a 2 camionnettes à remplacer au service des travaux publics. Donc, on achèterait des véhicules hybrides rechargeables. Et si sur le marché, il y a des véhicules électriques qui sont disponibles, on irait plutôt du côté électrique. Mais dans le pire des cas, ça sera des véhicules hybrides. Vous remarquerez, là, je n'avais pas fait, je m'excuse, mais on parle d'un investissement de 150 000 pour les 2 camionnettes. Vous comprendrez que l'achat de véhicules électriques, bon, il y a des aides financières qui peuvent s'appliquer, mais c'est quand même plus onéreux que des véhicules typiques là, au carburant. Donc, c'est 150 000 pour 2 véhicules, donc 75 000 chacun. Un autre enjeu qu'on a et qu'on veut adresser en 2022, c'est la desserte du secteur centre-ville par des liens cyclables. On parle principalement de 2 pôles, là, c'est-à-dire que si quelqu'un veut partir du parc linéaire, dans le secteur du parc du voyageur, et s'en venir au centre-ville, on peut dire qu'actuellement, le réseau cyclable n'est pas nécessairement bien desservi. Fait qu'on veut mandater une firme d'ingénieurs pour concevoir des lancer des vies afin d'améliorer la desserte par la clientèle en vélo vers le secteur du centre-ville. Puis le même principe là, pour les gens qui habitent de l'autre côté de la route 117, dans le secteur de la rue de la Montagne. Il est difficile d'accéder de façon sécuritaire au centre-ville pour ces gens-là. Fait qu'on va aussi mandater une firme d'ingénieurs pour préparer un plan qui éventuellement va mener à des travaux pour la desserte du centre-ville par cette clientèle-là aussi. Dans les deux ensemble, on parle d'un investissement de l'ordre de 60 000 pour un mandat d'une firme d'ingénieurs qui préparerait les plans de devis en 2022, puis potentiellement des travaux là, en 2023.
Un des enjeux qu'ils ont là, au niveau du sentier, des usagers des sentiers dans le secteur de la Montérégienne, c'est qu'on a développé un réseau de sentiers, de vélos de montagne, entre autres, là, dans une montagne qui s'appelle Deer Mountain et qui est du côté ouest de la Montérégienne. Alors que du côté est, il y avait déjà quand même un réseau existant. Puis pour faire le lien entre les deux, ça implique une traverse sur la Montérégienne qui, des fois, peut s'avérer hasardeuse. Il faut trouver une façon de sécuriser la traverse pour assurer la sécurité des usagers du réseau de sentier. Fait que ce qui est préconisé, puis la méthode la plus intéressante, puis qui permet d'assurer la meilleure sécurité du public, c'est l'installation d'un tunnel. Donc, le tunnel pour l'année 2022, on mandatera encore une fois une firme d'ingénieur pour préparer les places de vie. On parle d'un mandat de l'ordre de 50 000 $. Par contre, là, au préalable, il va falloir aller chercher l'approbation du ministère des Transports du Québec parce que la Montérégienne, c'est une route qui est de juridiction provinciale. Dans l'éventualité où effectivement il viendrait accepter notre demande d'implantation d'un tunnel là, qui serait pas loin de la rue Calvé, au bout du golfe Le Diable. Là, on mandaterait une firme d'ingénieurs pour entamer le processus pour on l'espère, réaliser les travaux en 2023. Un autre projet qu'on envisage, c'est le prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts sur la route 327, là, à partir de la 117, en s'en allant vers le terrain qui est ciblé, qui est au coin de la voie de service, la 117, et puis de la route 327. Il y a un projet santé qui est actuellement à l'étude. Je sais que le ministère de la Santé a déposé une étude d'opportunité pour aller chercher une approbation pour implanter ce projet-là. Dans l'éventualité où ça se confirmerait dans les prochaines semaines ou les prochains mois, la Ville a accepté sous forme de contribuer et d'assumer les coûts de prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts pour desservir ce projet santé-là et puis les bâtiments qui pourraient s'y implanter. Dans l'année 2022, ce que ça implique, c'est le mandat à une firme d'ingénieurs. Si ça se confirmait, puis ça devrait être le cas qu'un projet santé va pouvoir s'implanter à cet endroit-là. Le mandat, donc nous, on procéderait à l'octroi d'un mandat pour la préparation des tâches de vie du prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts sanitaires. Côté hygiène du milieu, vous le savez, ceux qui sont dans le secteur centre-ville, depuis 2018, on a entamé le processus de séparation des réseaux d'égouts dans le secteur centre-ville, qui était le seul secteur où on avait ce qu'on appelait du réseau unitaire. Pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec ça, un réseau unitaire, c'est une conduite d'égout qui recueille autant l'égouts sanitaires que l'égout pluvial. Ça a pour effet de surcharger nos installations, entre autres les stations de pompage et l'usine, et puis des fois occasionner certaines surverses qui ne sont pas souhaitables. Donc, il y a eu 2 phases qui ont été réalisées jusqu'à présent, en 2018 et en 2020, où on a ajouté une conduite. Fait que dorénavant, l'égout sanitaire est dirigé vers nos installations de traitement d'eau usée, alors que l'égout pluvial est dirigé directement à la rivière. Il reste une dernière phase qui serait réalisée en 2022 et une fois que cette phase-là va être complétée, l'ensemble des travaux de séparation du réseau d'égouts dans le centre-ville serait complété. Ce qu'il faut savoir, puis ce qui est intéressant, c'est qu'il existe un programme qui s'appelle TECQ, qui est Taxe sur l'essence et contributions du Québec, qui est une aide financière qui permet d'assumer 100% de la dépense associée aux travaux de séparation du réseau d'égouts. Donc, le 1 375 000 qu'on voit ici implique aucune dépense pour la Ville. C'est subventionné à 100%. Un autre enjeu qu'on a à court et moyen terme, c'est d'améliorer et d'augmenter la capacité de traitement de l'usine du centre-ville. Ce qui est rien d'exceptionnel, il faut comprendre que l'usine a été construite en 1985, elle va bientôt avoir 37 ans. Fait qu'on ait pu, sans investissement majeur, continuer à poursuivre là, le traitement des eaux usées en respectant les exigences de rejet avec l'usine qui est là, c'est quand même assez exceptionnel. Et puis, par contre, on est rendu à un stade où il faut planifier une amélioration de la chaîne de traitement et une augmentation de la capacité de traitement de cette usine-là. En 2022,
On commence à préparer le terrain. Donc, quand je dis ça, ce que je veux dire, c'est qu'on va mandater une firme d'ingénieurs pour la préparation des plans du devis de l'usine. Les travaux, on prévoit qu'ils seraient réalisés en 2023-2024. Uniquement les services professionnels, on parle d'un mandat de l'ordre de 600 000 un autre enjeu qu'on a à l'usine du secteur centre-ville, c'est que, bon, en cours d'année, on a eu un bris d'un joint d'étanchéité à une des sections de l'usine qui s'appelle le décanteur, là. Puis, ça occasionne une perte, une fuite, mais rassurez-vous, ça ne s'en va pas dans la rivière. C'est juste que c'est recirculé dans la chaîne de traitement. C'est plus difficile de rencontrer les exigences de rejet, ce qu'on a toujours réussi à faire quand même, mais ça implique qu'à court terme, il faut quand même réparer le joint d'étanchéité du décanteur. Puis la seule façon de le faire, c'est de procéder à l'arrêt de l'usine. Vous comprendrez que si on arrête l'usine, en théorie, les eaux usées dégrillées ou tamisées, ils vont être rejetés à la rivière sans autre traitement, encore une fois, que le tamisage. Je vous dirais que la très grande majorité des villes, entre tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, veut pas une usine, c'est fait de c'est composé de composantes mécaniques, électriques. Ça peut arriver que ça brise, puis on le vu ailleurs, là, quand ils ont dû faire des réparations à leurs usines, certaines villes ou plusieurs villes envoient les eaux usées non traitées dans des cours d'eau. C'est pas nécessairement ce qu'on souhaite non plus. Fait que, on a fait une première démarche auprès du ministère de l'Environnement. Compte tenu de la capacité épuratoire de la rivière du Diable qui s'en va dans la rivière Rouge, puis éventuellement dans la rivière des Outaouais, le ministère était d'accord à ce qu'on puisse, pendant une courte période, on parlait de 2 à 3 jours, rejeter des eaux usées non traitées dans la rivière. Mais le conseil, je vous dirais qu'il était très mal à l'aise avec cette approche-là, bien que ce soit autorisé par le ministère de l'Environnement. Et puis, il préconisait plutôt qu'on essaie d'éviter un genre de surverse. C'est ce qu'on peut faire. Puis honnêtement, je ne l'ai jamais vu ailleurs, mais c'est quand même une très bonne décision parce que ça met en valeur le fait que la protection de l'environnement, c'est une priorité pour nous puis pour le conseil municipal. Ce qui va être réalisé, dans le fond, ça va être de pomper les eaux usées qui proviennent du secteur du centre-ville, qui normalement sont dirigées à l'usine qui va être à l'arrêt, mais on va les pomper puis on va les réacheminer vers les étangs du village et les étangs de la station Mont-Tremblant. Alors, on est quand même privilégié dans le sens où on a d'autres installations qui peuvent recevoir ce genre de débit-là pendant une courte période de temps. Donc, le pompage des eaux usées pendant une période de 3 jours, on estime que ça va impliquer une dépense de 400 000 mais au moins ça évite le rejet d'eau usée non traitée dans la rivière, puis je pense que c'est une sage décision. Mise à niveau de la conduite d'égout sanitaire rue Mercure, c'est qu'on a eu des épisodes de refoulement sur certaines propriétés là, de la rue Mercure. Donc, le conduite qui est là a besoin d'une mise à niveau. Il va falloir grossir son diamètre à court terme. Fait qu'on commence encore une fois à préparer le dossier. En 2022, on parle d'un mandat à une firme d'ingénieurs pour préparer les places de vie et aller chercher un certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement, qui implique une dépense d'environ 150 000 Du côté loisirs et culture, on a fait préparer un plan d'aménagement d'ensemble pour les lots sportifs irrigués. Il reste quelques plateaux qui pourraient être aménagés. Le conseil a décidé de mettre en priorité l'ajout de jeux d'eau, peut-être un peu plus imposant, je dirais, que ce qu'on retrouve au parc du voyageur ou qu'il va y avoir dans le secteur du village aussi. On parle d'un investissement de l'ordre de 445 000 Ça inclut les plans de vie, surveillance et les travaux en tant que tels. Ce qui est intéressant, là, tantôt je vous parlais d'une aide financière de TEC. On peut prendre une partie de l'aide financière qui est accordée avec TEC pour faire d'autres projets. Pour ce qui est de l'îlot sportif, c'est qu'il y a un 200 000 de l'aide financière qui va être accordée au projet d'implantation de jeux d'eau à l'îlot sportif, qui vont être situés immédiatement à côté du complexe aquatique, là, près de la grande vitrine où on trouve les jeux d'eau intérieurs, qui vont être côte à côte, un extérieur, un intérieur. On se trouve que c'est un usage qui est compatible, évidemment, là. Puis le terrain est bien situé pour recevoir les jeux d'eau. Encore une fois, c'est qu'il y a une aide financière de 200 000 qui va être accordée pour ces travaux-là, puis un 245 000 qui va être payé via le fonds de parc de la ville.
Un autre projet qu'on pense réaliser en 2022, c'est plutôt du côté du parc d'Anne-Lauzon. Vous le savez, on est en construction là, ou aménagement d'un toit au-dessus de la patinoire du parc d'Anne-Lauzon. Ça a impliqué, bon, on a dû excaver un peu du côté du terrain de basketball existant, qui n'était pas en très bon état. Il faut se rappeler qu'il a été construit en 1999, fait il y a 22 ans aujourd'hui, il va bientôt avoir 23 ans. Il était dû pour une bonne réfection. On s'est dit tant qu'à faire du rapiessage, puis l'entrepreneur général a l'obligation de réparer ce qui a été endommagé, mais ça va rester des réparations. Puis quand on considère l'état où il était, on recommande plutôt une reconstruction complète, sur le même principe que ce qui a été aménagé cet été à l'îlot sportif Éric Guay, là. Fait que c'est pratiquement un copier-coller de ce qu'on retrouve à côté du complexe aquatique. Centre sportif, lui aussi, vous le savez, il est en construction à côté du centre collégial. La construction avance bien. On prévoit une livraison probablement vers la fin de l'été. Par contre, le contrat qui a été octroyé à l'entrepreneur général, qui est tisseur, n'inclut pas plusieurs équipements qui sont non fixes. Le matériel informatique, le câblage, tout ce qui est ballon, filet, matelas ou peu importe ce qu'on a besoin pour pratiquer les activités qu'on souhaite faire au centre sportif, mais ce n'est pas inclus dans le contrat d'entrepreneur général. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand on a une aide financière, dans ce cas-ci, on a une aide financière de près de 4,5 millions de dollars du ministère de l'Éducation. Il y a une condition à l'octroi d'une aide financière, c'est qu'il faut investir à peu près 1% du coût du projet dans l'intégration d'une œuvre d'art au projet en tant que tel. Dans ce cas-ci, on parle d'un 110 000 qui est inclus dans le 335 000 qu'on voit à l'écran. Donc, il y a un comité qui va être formé. Il y a différents projets qui vont être soumis, puis le comité va faire son choix, puis il y a une enveloppe, encore une fois, de 110 000 pour ça. Développement des sentiers récréatifs, ça aussi, à chaque année, on injecte de l'argent pour améliorer ou mettre à niveau le réseau de sentiers, ce qui peut être du prolongement ou de la bonification de ce qui est existant. Cette année, encore une fois, un peu comme ça a été le cas l'année dernière, il y a une enveloppe de 200 000 qui est accordée pour ça. Il y a différentes propositions qui vont être soumises au comité consultatif sur les sentiers qui a été créé là, en cours d'année. Et eux vont soumettre leurs recommandations là, sur ce qu'ils considèrent être les meilleurs investissements avec cette enveloppe-là, qui est 200 000 Le prochain projet consiste à la réfection de la piste multifonctionnelle qu'on appelle la villageoise de Mont-Tremblant. Pour ceux qui connaissent le secteur du village et de la station Mont-Tremblant, c'est une piste multifonctionnelle qui relie le parc linéaire près de la plage du Lac-Mercier, à côté de la gare, à la station Mont-Tremblant. On parle d'un réseau qui a environ 13 km de long. C'est un réseau qui a été aménagé entre les années 95 et 97, donc qui a près de 25 ans. Puis il y a une réflexion quand même assez importante qui est requise là, pour deux tronçons. Celui qui est dans le cœur du village, vraiment, et puis l'autre qui est entre la montée Rayenne et puis la station Mont-Tremblant, qu'on appelait la boucle B. Là, il y a des travaux quand même plus importants à réaliser. De la façon dont on l'a planifié, c'est qu'il y a 150 000 qui seraient investis par année pour au moins les 3 prochaines années. Cette année, on pense qu'on va prioriser le secteur village et d'éviter des travaux là, dans la section la plus endommagée de ce qu'on a appelé encore une fois la boucle B, de l'autre côté de la montée Rayenne. Jardin communautaire, c'est un projet qui a été réalisé il y a quelques années sur la rue Grignon, où on a procédé à l'ajout de 35 terrains pour des jardins communautaires. Très populaire en passant, on a quand même une liste d'attente, c'est très apprécié par une bonne partie de la population. Par contre, là, il y a un manque de stationnement, comme c'est populaire. Puis à l'heure actuelle, la rue de Grignon n'est pas tellement aménagée. Là, en tout cas, c'est pas très convivial pour recevoir des autos qui veulent stationner pour accéder au jardin communautaire. Il y a une enveloppe budgétaire qui a été accordée. Je pense que c'est d'ordre de 90 000 pour ajouter du stationnement dans le secteur des jardins communautaires. Même principe pour le parc Canet, qui est très populaire là, sur la rue Vaillancourt. Présentement, il y a un 9 à 10 cases de stationnement qui est en place. Souvent, ça déborde, il n'y a pas assez de place. On a une enveloppe de 30 000 pour ajouter du stationnement pour les gens qui souhaitent aller au parc Canet avec leur animal.
Ce sont deux projets, encore une fois, qui seraient réalisés en 2022. L'autre projet, le kiosque pour artisans, c'est une demande qu'on a reçue de certains artisans et commerçants de la ville qui aimeraient, là, entre autres, qu'il y ait des kiosques. On parle de 5 kiosques à court terme, là, qui soient fabriqués et implantés potentiellement à l'espace public. Là, je vous dirais que l'emplacement n'a pas été officiellement arrêté ou déterminé encore. Ça s'adresse non seulement, pas cette fois-ci, au volet agroalimentaire qu'on retrouve dans le village, mais plutôt aux artistes qui auraient une place là, pour s'exposer puis vendre ce qu'ils produisent. Et ces cabanes-là, ce qu'on appelle aussi les kiosques, là, serviraient aussi pour la période du marché des fêtes qui existe depuis quand même plusieurs années, qui se tient à l'hôtel de ville. Donc, c'est des cabanes qui seraient facilement déplaçables, donc ils seraient plus polyvalents. On parle d'un investissement de l'ordre de 115 000 pour la construction de 5 cabanes. Parc récréatif, ce qu'on appelle aussi le pump track pour le secteur du village. Je l'ai mentionné plus tôt, on procède actuellement à la construction d'un toit sur la patinoire du parc d'Anne-Lauzon, ce qui implique une relocalisation du petit pump track qu'il y avait à côté de la patinoire. On a ciblé au moins 1 ou 2 terrains où ça serait possible d'en aménager un dans le secteur du village, mais quelque chose de plus intéressant que ce qu'on retrouvait là. Pour donner un ordre de grandeur, à l'origine, quand on l'avait aménagé au parc Daniel Lauzon, compte tenu qu'il y avait peu d'espace disponible, ça avait impliqué une dépense de 15 à 20 000 Mais à l'heure actuelle, là, ce qui est projeté qui a été accordé comme enveloppe budgétaire pour l'aménagement d'un nouveau sentier de pump track au village, c'est 110 000 ce qui inclut une portion pour les dépenses de vie, mais essentiellement là, pour des travaux qui seraient réalisés en 2022. Donc, Benoît, tu peux poursuivre? Oui, merci. Donc, afin de réaliser ces projets, bien, on doit trouver les sommes d'argent nécessaires au financement. Donc, en règlement d'emprunt, on prévoit emprunter 10 370 000 $. Comme Robert le disait tantôt, il y a 5 millions qui est pour le prolongement du chemin Albatros. Il y aura un 2,6 millions pour le prolongement du docteur Gervais. Il y aurait 1,5 million pour l'asphalte, le pavage des rues. Et il y aurait 1,2 million pour divers petits règlements, comme le règlement parapluie pour l'augmentation de la capacité de l'usine de filtration au centre-ville et les réseaux d'éclairage conventionnels à l'aréna et dans les rues. On prévoit aussi utiliser le fonds de parc et le fonds de roulement pour un total de 2 305 300 $, 958 000 via les fonds de parc, fonds de roulement de l'agglomération 636 000 et fonds de roulement de la ville 711 000 $. Et les fonds de roulement, Robert l'a expliqué tantôt, et on le finance entre 3 et 5 ans. Les excédents de fonctionnement non affectés, mieux connus auparavant comme les surplus non affectés, on prendrait 1 839 000 $, 444 000 dans la ville et 1 395 000 $ dans l'agglomération. Les subventions et contributions, 1 789 000 $. La taxe sur l'essence va servir à faire les réseaux séparatifs, le skatepark ainsi que les jeux d'eau à l'îlot sportif. Et pour tout ce qui est transport en commun, on a la subvention qui provient du programme SOFIL. On va utiliser aussi la réserve financière environnement. C'est une nouvelle réserve qui a été créée en 2021. On va utiliser 530 000 $. Les excédents de fonctionnement affectés pour l'aqueduc, l'égout et les usines, 515 000 $. Les fonds de voie publique, 450 000 $. Les sous qui proviennent de là proviennent des redevances sur les carrières et sablières que la ville collecte des carrières et sablières. On a l'excédent de fonctionnement affecté à la santé. Donc, c'est comme une réserve. On a 40 000 $. Ensuite de ça, la réserve financière à des fins culturelles, éducatives et de loisirs, un 30 000 $.
fonds d'administration, qui peut être aussi appelé le budget d'opération, on a un 27 000 ainsi que le fonds de stationnement, 7 000 Tout ça pour un total de 17 902 800 Donc, ceci conclut la présentation du programme triennal d'immobilisation 2022-2024. Espérant que ça vous a plu et si vous avez des questions, vous pourrez en faire mention. Merci beaucoup. Merci, Benoît.